Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Un autre regard. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous consacré au paranormal, au mystère, aux phénomènes inexpliqués, aux croyances et à tous ces sujets qui, depuis toujours, éveillent notre curiosité. L'être humain a toujours cherché à comprendre ce qui l'entoure. Pourtant, malgré les progrès de la science, malgré les connaissances accumulées au fil des siècles, il demeure des zones d'ombre. Des histoires qui résistent aux explications simples, des témoignages qui traversent le temps, des récits qui oscillent entre réalité, interprétation et légende. Alors pourquoi certaines affaires continuent-elles à nous fasciner des décennies après, voire des siècles ? Pourquoi certaines croyances persistent-elles malgré les controverses ? Et pourquoi sommes-nous toujours aussi attirés par ce qui semble défier notre compréhension du monde ? Peut-être qu'au fond, le mystère fait partie intégrante de la nature humaine et nourrit notre imagination, interroge nos certitudes et nous pousse à regarder au-delà des apparences. Ce soir, nous allons justement explorer deux histoires très différentes les unes des autres, mais qui ont un point commun. Elles ont toutes marqué leurs époques et continuent aujourd'hui encore à susciter les débats, les passions et les interrogations. On va commencer notre voyage dans l'Angleterre victorienne du XIXe siècle, une période où le spiritisme connaît un essor considérable. À cette époque, de nombreuses personnes affirment pouvoir communiquer avec les défunts. Donc les séances spirites attirent aussi bien les anonymes que les intellectuels, les scientifiques et les personnalités influentes. Parmi les médiums les plus célèbres de cette époque figure Florence Cook. Jeune femme devenue une véritable célébrité du monde spirit, elle prétendait permettre la matérialisation d'un esprit nommé Cathy King. Admirée par certains, accusée de supercherie par d'autres, Florence Cook demeure encore aujourd'hui l'une des figures les plus controversées de l'histoire du spiritisme. Nous quitterons ensuite l'Angleterre pour rejoindre le Mexique et découvrir une figure spirituelle aussi fascinante qu'incomprise, la Santa Muerte. Alors représentée sous les traits d'un squelette vêtu d'une longue robe, elle est aujourd'hui vénérée par des millions de fidèles. Protectrice pour les uns, symbole inquiétant pour les autres, elle cristallise de nombreuses peurs et de nombreux fantasmes. Alors derrière les clichés souvent véhiculés à son sujet se cache pourtant une réalité beaucoup plus complexe, mêlant tradition populaire, spiritualité, syncrétisme religieux et quête de protection face aux difficultés de la vie. Alors vous voyez bien, deux ambiances, deux comptes rendus aujourd'hui pour nous faire une petite idée et élargir notre spiritualité. Alors faut-il croire ces récits ? Où se situe la frontière entre les expériences vécues, les croyances sincères, l'influence culturelle et les éventuelles manipulations ? Comme toujours dans Un autre regard, nous n'avons pas la prétention d'apporter des réponses définitives. Notre objectif est avant tout d'explorer, de questionner et de comprendre. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et partons ensemble à la découverte de ces histoires qui continuent de défier le temps et les certitudes. Vous écoutez Un autre regard, l'émission paranormale, et ça commence maintenant. Alors aujourd'hui, lorsqu'on évoque les médiums, les séances de spiritisme ou les contacts avec l'au-delà, beaucoup imaginent des pratiques marginales ou réservées à quelques passionnés. Pourtant, il fut une époque où le spiritisme fascinait toutes les couches de la société. Alors pour comprendre l'histoire que nous allons découvrir, il faut remonter dans la seconde moitié du XIXe siècle. Nous sommes en pleine époque victorienne. La révolution industrielle transforme profondément les sociétés occidentales. Les découvertes scientifiques se multiplient et les progrès techniques semblent repousser chaque jour les limites du possible. Mais paradoxalement, c'est aussi une période où l'intérêt pour l'occulte, les phénomènes inexpliqués et la communication avec les défunts connaît un essor sans précédent. Des salons privés aux grandes salles de conférences, de familles modestes aux élites intellectuelles, tout le monde ou presque s'intéresse à ces mystérieuses séances au cours desquelles des médiums affirment pouvoir rentrer en contact avec l'au-delà. Alors coups frappés, tables tournantes, voix désincarnées, apparitions fantomatiques,
Les récits se multiplient et captivent le public. Alors certains y voient la preuve de la survie de l'âme après la mort, d'autres dénoncent des manipulations habiles et des illusions savamment orchestrées. Mais c'est dans ce climat où se mêlent espoir, curiosité et fascination, une jeune femme va rapidement devenir l'une des figures les plus célèbres du mouvement spirit. Son nom est Florence Eliza Cook. Alors elle est à peine âgée de quelques années lorsqu'elle commence à participer à des séances médiumniques. Elle va bientôt se retrouver en fait au centre d'une affaire qui passionnera l'Angleterre tout entière. Car Florence Cook ne prétend pas seulement entendre ou percevoir les esprits, selon ses partisans, elle permet à l'un d'eux de prendre forme physique devant les témoins. Cet esprit porte un nom, Katie King. Alors pendant plusieurs années, des centaines de personnes affirmeront avoir vu cette mystérieuse apparition marcher, parler, sourire et interagir avec les participants aux séances. Alors parmi les témoins figurent même des personnalités respectées du monde scientifique. Mais alors Florence Cook était-elle réellement le canal d'un phénomène extraordinaire ? Katie King est-elle une entité indépendante ou simplement une mise en scène très élaborée ? Et pourquoi cette affaire continue-t-elle encore aujourd'hui d'alimenter les débats parmi les historiens du spiritisme et les chercheurs du paranormal ? Alors c'est l'histoire fascinante et controversée de Florence Eliza Cook que nous allons maintenant découvrir. Alors pour comprendre l'histoire de Florence Cook, il faut d'abord prendre le temps de se replonger dans une époque très particulière, l'Angleterre victorienne du 19e. Alors nous sommes dans une société qui est en pleine transformation, l'industrialisation bouleverse les villes, les rythmes de vie s'accélèrent, la science aussi progresse à une vitesse impressionnante. La médecine, la physique, l'électricité, tout semble s'ouvrir en fait vers une ère nouvelle où la raison et la technique pourraient expliquer le monde dans son intégralité. Et pourtant, dans ce même contexte de modernité triomphante, une autre tendance en fait se développe un petit peu en parallèle, un courant plus discret mais profondément ancré dans la mentalité de l'époque, le spiritisme. Car au XIXe siècle, la mort est omniprésente. Les épidémies, les accidents industriels, la mortalité infantile élevée font de la disparition des proches une réalité malheureusement quotidienne. Dans ce contexte, l'idée que la mort puisse encore communiquer avec les vivants devient une perspective qui est à la fois réconfortante et profondément fascinante. Alors c'est dans ce climat qu'émerge quelques décennies plus tôt un phénomène qui va tout changer. Là, je parle des célèbres manifestations des sœurs Fox aux États-Unis, souvent considérées comme l'acte fondateur du spiritisme moderne. Alors très rapidement, l'idée va traverser l'Atlantique et gagner l'Europe, notamment l'Angleterre victorienne, où elle rencontre un écho considérable. Dans les salons londoniens, puis dans les cercles plus populaires, les séances spirites deviennent un véritable phénomène de société. On y pratique les tables tournantes, les communications avec les esprits, l'écriture automatique ou encore des phénomènes de manifestation physique supposée. Des familles entières, des intellectuels, mais aussi des scientifiques et des membres de la haute société s'y intéressent. Certains y voient une véritable ouverture vers une réalité invisible. D'autres, au contraire, parlent de supercherie, d'hystérie collective ou de manipulation. Mais ce qui est certain, c'est que le spiritisme ne se situe pas encore à cette époque en marge de la société. Il fait partie intégrante des débats intellectuels, il est discuté, observé, parfois même étudié. Des sociétés de recherche psychique commencent à se former, il y a des expérimentateurs qui tentent de comprendre ces phénomènes, qui oscillent entre curiosité scientifique et fascination pour l'inexplicable. La frontière, en tout cas, entre la science et la croyance, là, est encore très floue. Et c'est précisément dans cet environnement que vient émerger des figures qui marqueront durablement l'histoire du spiritisme. Des médiums qui sont devenus célèbres, parfois adulés, parfois contestés, et dont les performances attireront autant l'admiration que la suspicion. Donc parmi elles, il y a une jeune femme londonienne qui va bientôt occuper une place particulière. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle s'appelle Florence Cook. À l'adolescence, elle commence à participer à des séances spirites organisées dans son entourage. Très vite, elle attire l'attention parce que certains décrivent comme des manifestations inhabituelles, plus spectaculaires que celles observées chez d'autres médiums de son âge. Alors, dans un monde où l'on cherche à prouver l'existence de l'au-delà, chaque nouveau cas devient un terrain d'observation, d'interprétation et parfois de controverse. Et Florence Cook ne va pas tarder à devenir l'un des cas les plus discutés de son époque, car très rapidement, ces séances vont dépasser le cadre habituel des communications spirites. On ne parle là plus seulement de messages venus de l'au-delà, on parle d'apparitions et d'un nom qui va bientôt circuler dans tout Londres, Katie King.
Mais avant d'entrer dans le cœur de cette affaire, il faut comprendre comment une jeune femme ordinaire a pu se retrouver au centre de l'un des épisodes les plus célèbres du spiritisme victorien. Alors Florence Cook, elle naît en 1856 à Londres, dans une famille finalement de classe moyenne victorienne. Alors rien à première vue ne la destine particulièrement à entrer dans l'histoire du spiritisme. Et pourtant, très jeune, elle va se retrouver au centre des phénomènes qui vont rapidement attirer l'attention de son entourage. À l'adolescence, Florence commence à être associée à des manifestations dites médiumniques. Comme beaucoup de jeunes filles de cette époque, elle évolue dans un contexte où le spiritisme est déjà bien installé dans certaines sphères sociales. Les séances ne sont pas forcément perçues comme marginales, mais plutôt comme une curiosité, un amusement, comme une forme de divertissement familial ou mondain. C'est dans ce cadre que ces premières expériences ont lieu, alors d'abord de manière quand même discrète, puis de plus en plus encadrée par des séances organisées chez ses proches. Rapidement, certains participants affirment observer chez elle des phénomènes inhabituels, alors des états de transe, des changements de comportement et surtout des manifestations que l'on attribue à une capacité de médiumnité plus développée que la moyenne. Alors à cette époque, la notion même de médium est encore largement floue. On est entre croyances sincères, suggestions, mise en scène ou phénomènes psychologiques mal compris. Alors les interprétations, vous voyez bien, sont multiples. Mais dans les cercles spirites, Florence Cook commence à être considérée comme un cas prometteur. Les séances auxquelles elle participe attirent peu à peu davantage de personnes. Le bouche à oreille joue un rôle essentiel. Dans le monde victorien, où la curiosité pour l'au-delà est forte, un nouveau médium peut rapidement devenir une figure recherchée. Et Florence Cook se trouve entre très jeune, propulsée dans un univers où se mêlent les fascinations, les attentes et les pressions croissantes des participants. Car plus les séances se multiplient, plus les phénomènes rapportés deviennent spectaculaires. Les simples messages spirites ou les coups frappés ne suffisent plus à captiver l'audience, ils en veulent toujours plus. Les témoins évoquent désormais des expériences qui sont plus impressionnantes, des présences perçues dans l'obscurité, des voix distinctes de celles de la médium et surtout des phénomènes d'apparition dans ce qu'on appelle à l'époque le cabinet médiumnique. Un espace fermé où la médium est censée entrer en contact avec les esprits. Alors c'est dans ce cadre que Florence Cook commence à se distinguer des autres médiums de son époque, alors non pas seulement par la fréquence des phénomènes rapportés, mais par leur intensité supposée. Très vite, son nom circule dans les sphères spirites. Certains la considèrent comme une véritable preuve vivante de la survie de l'âme après la mort, et puis d'autres déjà commencent à exprimer des doutes sur la nature exacte de ce qui se produit pendant ces séances. Mais à ce stade, Florence Cook n'est en fait qu'au début de son parcours. Ce qui va réellement la faire basculer dans l'histoire et la légende n'a pas encore commencé, car bientôt, un nouvel élément va apparaître lors de ces séances, Katie King. Alors, c'est à partir du début des années 1870 que l'histoire de Florence Cook prend une dimension totalement nouvelle. Alors jusque-là, les séances s'inscrivent dans des pratiques, on va dire, classiques de l'époque, des messages, manifestations sonores, état de transe, mais progressivement, un phénomène d'un autre ordre commence à être rapporté. Au cœur de ces séances apparaît une entité qui va rapidement devenir centrale dans toute l'affaire, un esprit nommé Katie King. Alors selon les récits, Katie King se manifeste pas seulement sous des formes de signes ou de présences invisibles, elle apparaît, elle prend forme, elle devient visible. Dans les séances organisées autour de Florence Cook, les témoins décrivent une figure féminine, vêtue de blanc, distincte de la médium elle-même, évoluant dans l'espace du cabinet médiumnique. Une présence qui semble interagir avec les personnes présentes, parler, se déplacer et parfois même être touchée. Dans le contexte du spiritisme victorien, ce type de manifestation est loin d'être inédit dans les récits, mais rarement avec une telle intensité supposée. Or très vite, Katie King devient le centre de toutes les attentions. Les séances attirent davantage de participants et parfois même des observateurs issus des milieux les plus, on va dire, structurés, curieux d'analyser ce phénomène qui dépasse les manifestations habituelles. Florence Cook, quant à elle, affirme n'être qu'une intermédiaire. Selon la doctrine spirit, elle serait en état de transe, permettant ainsi à un esprit de se matérialiser temporairement dans notre monde. Mais ce qui rend l'affaire Katie King particulièrement troublante pour certains observateurs, c'est la constance des apparitions rapportées. Katie King semble posséder une identité propre, une voix distincte, une personnalité cohérente d'une séance à l'autre. Certains témoins vont jusqu'à affirmer qu'il est possible de la voir évoluer librement dans la pièce, séparée de la médium, parfois même en lumière tamisée.
Dans ce climat où fascination et crédulité se confrontent en permanence, les séances deviennent de plus en plus encadrées, observées et discutées, car une question quand même commence à s'imposer de plus en plus clairement dans l'esprit de certains participants. Si Katie King est réellement un esprit indépendant, pourquoi semble-t-elle si humaine ? Et surtout, pourquoi son apparition reste-t-elle systématiquement liée à la présence de Florence Cook ? Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. À ce stade, l'histoire quitte déjà le simple cadre des expériences spirites pour entrer dans une zone beaucoup plus sensible, celle de la preuve, de l'interprétation et du doute. Et bientôt, ces doutes vont prendre une forme beaucoup plus concrète. Donc, à mesure que les séances de Florence Cook gagnent en notoriété, elle attire un public de plus en plus large, mais aussi de plus en plus sceptique. Dans le monde du spiritisme victorien, deux camps coexistent. D'un côté, ceux qui sont convaincus que ces phénomènes constituent une preuve de la survie de l'âme, et de l'autre, ceux qui estiment que ces manifestations ne reposent que sur des illusions, des manipulations ou des mises en scène très habiles. Et puis, les apparitions de Katie King se multiplient. Et plus les apparitions de Katie King se multiplient, plus les questions commencent à se poser avec insistance. Comment expliquer qu'une entité aussi visible et physique n'apparaisse qu'en présence de la médium ? Pourquoi les conditions des séances reposent-elles souvent sur une obscurité partielle ou sur des dispositifs limitant la visibilité complète de la pièce ? Et surtout, comment vérifier objectivement ce qui se produit réellement dans cet espace fermé ? Alors, peu à peu, certains observateurs commencent à formuler des hypothèses beaucoup plus critiques. Pour eux, les apparitions ne relèvent pas du surnaturel, mais plutôt d'une habile mise en scène. Donc, dans ce climat de suspicion croissante, plusieurs incidents vont marquer un tournant dans l'affaire. L'un des accidents les plus célèbres survient en 1873, lorsqu'un témoin nommé William Volkman assiste à une séance. Convaincu qu'il s'agit d'une supercherie, il décide d'intervenir directement. Alors que Katie King est supposément apparue, Volkman tente de la saisir physiquement, dans l'idée de prouver qu'il ne s'agit pas d'un esprit, mais bien d'une personne réelle. L'incident crée un véritable choc dans la salle, l'intervention est, vous vous doutez, brutale, la séance est interrompue et la version des faits diverge immédiatement. Pour certains témoins, il s'agit d'une agression injustifiée. Pour d'autres, cet acte représente au contraire une tentative de révélation d'une fraude. À partir de ce moment-là, l'affaire Florence Cook change de nature. Elle ne se limite plus à une série de phénomènes discutés dans les cercles spirites. Elle devient un véritable cas public alimenté par des témoignages contradictoires et des débats de plus en plus vifs dans la presse. Alors une hypothèse commence alors à circuler avec insistance dans les milieux sceptiques. Et si Katie King n'était pas un esprit matérialisé, mais simplement Florence Cook elle-même déguisée ou assistée dans ses apparitions. Alors cette idée, bien que vivement contestée par ses partisans, bien sûr, va durablement marquer la réputation de la jeune médium. Mais au moment où la controverse semble atteindre son point de rupture, un nouveau protagoniste entre en scène, un scientifique respecté, dont l'intervention va donner à l'affaire une toute autre dimension. Il s'agit de William Crookes. Alors, dans la tumulte des débats qui entourent Florence Cook, une figure va profondément modifier la perception de l'affaire. C'est le chimiste et physicien britannique William Crookes. Alors, à cette époque, Crookes est loin d'être un inconnu. C'est un scientifique respecté. Il est membre de la Royal Society. Il s'est illustré par ses travaux en chimie et en physique, notamment dans l'étude des gaz et des décharges électriques. Alors, son nom, il est associé aussi à une science en pleine expansion, rigoureuse, expérimentale et tournée vers la compréhension des phénomènes naturels. Et pourtant, malgré ce profil, on va dire, académique solide, Crookes manifeste un intérêt réel pour les phénomènes dits psychiques. Comme d'autres chercheurs de son temps, il appartient à une génération de scientifiques qui ne rejettent pas totalement l'idée du spiritisme, à condition de pouvoir l'observer dans un cadre expérimental. C'est dans ce contexte qu'il décide de s'intéresser au cas de Florence Cook. Contrairement aux séances publiques souvent décrites comme chaotiques ou difficiles à contrôler, Crookes cherche à mettre en place des conditions plus rigoureuses. Il organise des séances dans un cadre privé, tente d'encadrer les observations
et affirme vouloir analyser les phénomènes avec la plus grande objectivité possible. Au centre de ces observations se trouve toujours la même figure, Katie King. Selon ses rapports, Crooks aurait assisté à des manifestations jugées suffisamment marquantes pour retenir son attention. Donc, il décrit une entité féminine distincte de Florence Cook, capable de se déplacer, d'interagir avec l'environnement et d'être observée sur des courtes périodes en dehors du cabinet médiumnique. Plus encore, il affirme avoir tenté de documenter ces phénomènes par des moyens matériels, notamment par la photographie. Et certaines images attribuées à Katie King vont alors circuler, renforçant l'intérêt et la controverse, bien sûr, autour de l'affaire. Car très vite, l'implication de Crooks provoque une véritable réaction violente dans les milieux scientifiques, comme dans les cercles sceptiques. Comment un chercheur de son envergure peut-il soutenir l'idée qu'un tel phénomène soit authentique ? S'est-il laissé influencer par ses convictions personnelles ou a-t-il réellement été témoin de quelque chose que la science de son époque ne pouvait pas encore expliquer ? Alors pour ses défenseurs, Crooks apporte une forme de légitimité scientifique à des phénomènes jusque-là considérés comme marginaux. Pour ses détracteurs, il s'agit au contraire d'un exemple de crédulité, voire d'un aveuglement face à des manipulations habiles. Quoi qu'il en soit, son intervention donne à l'affaire Florence Cook une résonance nouvelle. Ce qui n'était qu'un débat entre spirites et sceptiques devient désormais une controverse touchant directement le monde scientifique. Et au cœur de cette controverse, il y a une question quand même qui persiste, qui est plus troublante. Si tout cela était une illusion, comment un scientifique aussi reconnu a-t-il pu y croire ? Alors après l'attention considérable suscitée par les séances et les observations de William Crooks, l'histoire de Florence Cook et de Katie King entre dans une phase plus étrange, presque silencieuse, comme si le phénomène lui-même s'éloignait progressivement de la scène publique. Les manifestations, qui avaient atteint un niveau quand même de notoriété exceptionnelle, commencent à se raréfier. Les apparitions de Katie King deviennent moins fréquentes, puis finissent par cesser totalement. Aucune explication claire n'est donnée à ces disparitions progressives, si ce n'est les affirmations habituelles sur lesquelles l'esprit aurait accompli sa mission, entre guillemets, et ne serait plus en mesure donc de se manifester. Dans les mêmes temps, Florence Cook se retire peu à peu de ces séances qui avaient fait sa réputation. Le phénomène qui l'avait propulsé au centre de l'attention spirit s'éteint sans véritable conclusion, laissant derrière elle un ensemble de témoignages, des récits contradictoires et des débats qui sont aujourd'hui toujours ouverts. Pour une partie du public spirit, la disparition de Katie King est interprétée comme une étape naturelle du processus médiumnique, et pour les sceptiques, on vous dit qu'au contraire, c'était perçu comme un élément supplémentaire en faveur d'une explication frauduleuse ou psychologique. Mais l'histoire de Florence Cook ne s'arrête pas immédiatement là. Quelques années plus tard, elle quitte progressivement le devant de la scène spirit, elle se marie et adopte une vie plus discrète, loin des séances publiques et des controverses qui avaient marqué sa jeunesse. Alors cette transition contribue à figer son image dans le temps, celle d'une jeune médium ayant connu une ascension fulgurante, suivie d'un retrait progressif et d'un silence durable. Cependant, ce silence ne suffit pas à apaiser les débats. Au contraire, l'affaire Katie King continue de circuler dans les milieux spirites, scientifiques et sceptiques. Les témoignages restent étudiés, les récits analysés, les conclusions divergent toujours autant. L'implication de William Crooks en particulier continue d'alimenter les discussions, tant elles demeurent difficiles à interpréter de manière définitive. Ainsi, même après la fin de ces apparitions, rien n'est véritablement clos. L'histoire semble suspendue, comme figée entre ces deux lectures. Phénomène authentique pour certains et celle d'une illusion construite pour d'autres. Et c'est précisément dans cette ambiguïté qui va permettre à l'affaire Florence Cook de traverser le temps jusqu'à devenir l'une des plus emblématiques de toute l'histoire du spiritisme victorien. Mais après la disparition de Katie King et le retrait de Florence Cook, l'affaire ne retombe pas dans l'oubli. Au contraire, on continue de nourrir les débats de plus en plus structurés à la mesure du spiritisme lui-même qui évolue et que les regards critiques se renforcent. Dans les années qui suivent, plusieurs anciens participants aux séances et observateurs reviennent sur les événements, finalement avec un regard différent. Certains témoignages évoluent, se nuancent, voire se contredisent avec le temps. Ce phénomène n'est pas rare dans les affaires qui sont liées aux expériences extraordinaires où la mémoire, l'émotion et les convictions personnelles jouent un rôle important dans la reconstruction des souvenirs. Nous avons vu ça avec les faux souvenirs dans l'émission d'il y a 15 jours.
Pour les sceptiques, ces éléments en fait renforcent l'idée que les séances c'était probablement du coup une technique de dissimulation, de la suggestion ou de la manipulation, grâce notamment à l'obscurité partielle des séances et à la séparation du médium dans un cabinet. Et la forte attente en fait, des participants qui sont autant de facteurs qui sont cités pour expliquer la possibilité d'une mise en scène. De l'autre côté, les défenseurs du spiritisme, l'affaire reste en cas difficile à écarter, l'implication de témoins nombreux issus du milieu scientifique, notamment William Crookes, a régulièrement mis en avant comme un élément troublant. Alors pour eux, ce n'est pas seulement une croyance populaire, mais une série d'observations qui ont à l'époque convaincu des personnes formées à la méthode expérimentale. Avec le temps, l'affaire Florence Cook devient donc un terrain d'affrontement plus intellectuel. Elle est citée dans les débats sur la médiumnité, sur les limites de l'observation scientifique et sur la manière dont les phénomènes inexpliqués peuvent être interprétés. Alors ce flou historique, il contribue bien sûr à maintenir l'affaire dans une zone grise, où en fait aucune explication définitive ne parvient à s'imposer durablement. Avec le recul, Florence Cook devient bien plus en fait qu'un simple cas spirit du 19e siècle, ça incarne une question plus large, toujours d'actualité. Comment distinguer l'expérience vécue, la croyance sincère et la construction d'une illusion collective? Alors c'est cette tension permanente entre la foi, le doute et l'observation qui explique pourquoi son histoire continue d'être étudiée aujourd'hui, commentée et débattue. Plus d'un siècle après les faits, l'histoire de Florence Cook continue d'occuper donc une place particulière dans l'histoire du spiritisme. Elle n'est pas totalement oubliée, ni totalement élucidée. Elle persiste quelque part entre le fait historique, le récit spirit et l'objet d'études critiques. Aujourd'hui, les chercheurs qui s'intéressent à son cas ne l'abordent plus seulement la question sous l'angle de la croyance ou de la conviction, ils l'examinent aussi comme un phénomène culturel révélateur de son époque. Alors l'histoire de Florence Cook nous laisse donc face à un constat déroutant. D'un côté, des témoignages nombreux, parfois portés par des observateurs convaincus d'avoir assisté à un phénomène extraordinaire. De l'autre, des critiques toujours aussi nombreuses sur les conditions de la séance, sur le biais d'interprétation. Et entre ces deux lectures, comme d'habitude, une zone d'ombre, aucune réponse définitive qui s'impose. Et c'est justement là la force de cette histoire, elle résiste à la clôture. Elle continue de susciter des interprétations contradictoires et à nous obliger à nous interroger sur notre propre rapport à l'invisible et à la croyance. Donc avec Florence Cook, nous sommes au cœur d'une époque où la science moderne se construit, mais où l'imaginaire spirituel reste encore profondément présent dans la société. Une période charnière en quelque sorte, où on tente de comprendre ce qui relève du phénomène, de la perception et de l'illusion. Alors dans d'autres cultures, d'autres époques, d'autres symboles prennent le relais et certaines continuent encore aujourd'hui d'occuper une place bien réelle dans la vie spirituelle de millions de personnes. C'est le cas de la Santa Muerte. Donc direction maintenant le Mexique pour une autre figure aussi vénérée que controversée, entre protection, dévotion populaire et fascination pour la mort. Mais avant de partir pour le Mexique, je vous propose une petite pause musicale avec Ace Joyce. Et vous êtes toujours sur Radio G Angers, 101.5 FM, disponible en DAB+, et sur le site internet www.radio-g.fr. Au nord du Mexique, dans les Nuits de Mexico, comme dans les villages les plus reculés, une figure intrigue autant qu'elle divise. Elle n'appartient ni tout à fait au panthéon catholique, ni totalement aux traditions anciennes préhispaniques, et pourtant elle est aujourd'hui vénérée par des millions de personnes. On l'appelle la Santa Muerte, la Sainte Mort. Alors elle est représentée sous la forme d'un squelette, drapé de robes colorées, portant une faux ou une balance. Elle est loin de l'image froide et abstraite qu'on associe habituellement à la mort en Occident. Ici, c'est une présence, une entité à qui l'on parle, à que l'on invoque et à qui on demande protection, santé, amour ou justice. Alors, dans les hôtels domestiques, comme dans les sanctuaires de rue, des bougies brûlent, des offrandes sont déposées et des prières lui sont adressées avec une ferveur qui ne laisse pas, en tout cas, indifférent. Mais la Santa Muerte est aussi une figure controversée. Pour l'Église catholique, elle est souvent considérée comme une dérive, un syncrétisme dangereux, voire une superstition incompatible avec la foi officielle. Pour les autorités, son culte est parfois associé à des zones de tension sociale, à la marginalité et, dans certains cas, à des activités criminelles, une association qui reste complexe et loin d'être systématique. Et pourtant, malgré les critiques, sa popularité ne cesse de croître depuis plusieurs décennies. Alors pourquoi est-ce qu'une telle figure associée à la mort elle-même attire autant les fidèles ? Est-ce que la Santa Muerte
Qu'est-ce que la Santa Muerte dit sur la société mexicaine, de ses peurs, de ses espoirs et de ses fractures? Pour comprendre ce phénomène, il faut dépasser les clichés bien sûr et entrer dans un univers où la mort n'est pas seulement une fin, mais aussi une présence familière du quotidien. Alors pour comprendre cette Santa Muerte telle qu'elle est vénérée aujourd'hui, il faut accepter une idée essentielle. Elle ne naît pas à un moment précis de l'histoire, ni dans une seule tradition. Elle est le résultat d'un long processus de fusion culturelle, religieuse et symbolique. Alors ses racines plongent d'abord dans des croyances préhispaniques des civilisations mésoaméricaines. Dans des cultures anciennes, la mort n'est pas perçue uniquement comme une fin, mais comme une étape intégrée au cycle de la vie. Alors, certaines divinités liées au monde des morts occupent déjà une place importante dans la cosmologie ancienne, et l'au-delà est structuré, habité et profondément lié au monde des vivants. Lorsque les conquistadors espagnols arrivent en Amérique à partir du XVIe siècle, ils introduisent progressivement le catholicisme et ses représentations de la mort, du jugement et de l'au-delà. Mais loin d'effacer complètement les croyances locales, cette nouvelle religion va entrer finalement en contact avec elles, parfois se superposer, parfois se mélanger. C'est dans ce contexte que naît progressivement un phénomène que les anthropologues appellent le syncrétisme religieux. Autrement dit, c'est la fusion entre différentes traditions spirituelles qui donne naissance à des nouvelles formes de croyances hybrides. Pendant des siècles, les représentations de la mort au Mexique vont ainsi évoluer dans une zone intermédiaire entre héritage indigène et influence catholique. La mort reste présente dans la culture, mais elle prend des formes variées, parfois codifiées par la religion officielle, parfois plus populaire, plus discrète. La figure que nous connaissons aujourd'hui sous nos noms de Santa Muerte n'apparaît cependant pas immédiatement dans les récits historiques anciens sous sa forme actuelle. Elle reste longtemps marginale, diffuse, presque invisible dans les sources officielles. C'est seulement à partir du XXe siècle et surtout de la fin de celui-ci, que son image commence à se structurer plus clairement. Elle émerge progressivement dans certains milieux populaires, notamment dans des contextes marqués par la précarité, l'insécurité ou l'exclusion sociale. Ce qui va la distinguer des autres figures religieuses ou spirituelles, c'est sa capacité à rassembler des éléments déjà présents dans l'imaginaire collectif, tout en leur donnant une forme unique et immédiatement reconnaissable. Le squelette devient son corps, la robe son signe distinctif et la faux un symbole ambivalent, à la fois de finitude et de transformation. Mais avant d'être une figure largement connue, cette Santa Muerte reste longtemps associée à des pratiques discrètes, parfois locales, souvent éloignées des institutions religieuses officielles. Et c'est précisément ce caractère en marge, à la frontière entre religion populaire, croyances personnelles et spiritualité alternative, qui va permettre son développement progressif. Car dans certaines régions du Mexique, la mort n'est pas seulement un concept abstrait, elle est perçue comme une présence proche, familière, presque quotidienne. Une présence à laquelle on peut s'adresser. Et c'est là que la Santa Muerte commence véritablement à prendre forme. Elle devient en fait une figure spirituelle à part. La Santa Muerte, telle qu'elle est apparue aujourd'hui dans l'imaginaire mexicain, ne ressemble à aucune autre figure religieuse classique. Elle dérange, elle intrigue, elle fascine, jusqu'à ce qu'elle renverse une grande partie des codes habituels de la spiritualité occidentale. Sous son apparence déjà, elle est immédiatement reconnaissable. Sous ses traits de squelette humain, souvent debout, drapé dans de longues robes aux couleurs variées, parfois sobres et blanches, parfois rouges, noires ou dorées, elle change d'aspect selon les intentions qu'on lui attribue. Dans une main, elle peut tenir une faux, dans l'autre une balance, un globe et parfois simplement un symbole de pouvoir. Alors, ces attributs ne sont pas décoratifs, ils portent chacun une signification précise, liée à la justice, au temps, à la protection ou au destin. Mais ce qui frappe surtout, c'est la manière dont elle est perçue finalement par ses fidèles. Contrairement à certaines figures religieuses distantes ou abstraites, la Santa Muerte est décrite comme une présence proche, accessible, presque familière. On ne prie pas seulement pour elle, on lui parle, on lui demande, on négocie parfois avec elle. Chaque couleur associée à ces représentations renvoie à un type de demande ou de protection. Ainsi, sa robe blanche est souvent liée à la purification et à la paix, la rouge à l'amour et aux relations, la noire à la protection contre les dangers ou les énergies négatives. D'autres couleurs viennent bien sûr enrichir cet ensemble symbolique reflétant la diversité des attentes de ceux qui s'adressent à elle. Dans de nombreux foyers, des autels lui sont carrément dédiés. On y trouve des bougies, des fleurs, des photos, des offrandes variées.
parfois très simples, parfois plus élaborés, ces espaces en fait deviennent des lieux de connexion quotidienne où la Santa Muerte est intégrée à la vie domestique. Ce rapport finalement intime à la mort peut surprendre. Dans beaucoup de cultures, la mort est tenue à distance, souvent dissimulée ou symboliquement neutralisée. Ici, au contraire, elle est visible, elle est rendue presque incarnée dans le quotidien. Mais serait simpliste de réduire cette Santa Muerte à une seule fonction ou à une seule signification. Elle n'est pas uniquement une figure de protection, ni seulement une représentation de la mort, elle est aussi un miroir des besoins, des peurs et des espoirs de ceux qui la vénèrent. Pour certains fidèles, elle représente une force de protection dans un monde qui est perçu comme instable. Pour d'autres, elle incarne une forme de justice, là où les institutions sont jugées absentes, inefficaces ou corrompues. Pour d'autres encore, elle est simplement une présence spirituelle à laquelle on peut se confier sans intermédiaire. C'est là que réside en fait sa particularité la plus importante. La Santa Muerte n'impose pas une seule lecture. Elle s'adapte finalement aux attentes de chacun tout en conservant son image centrale inaltérable. Mais cette proximité avec la mort, cette familiarité assumée est une figure aussi puissante. Et bien finalement, ça ne laisse pas indifférent. Très vite, cette Santa Muerte va devenir une figure au cœur des débats profonds entre la dévotion, l'incompréhension et le rejet institutionnel. À partir de la fin du XXe, la Santa Muerte sort progressivement de la discrétion pour s'imposer comme un phénomène religieux et social visible au Mexique. Ce qui relevait autrefois de pratiques locales, parfois marginales, devient peu à peu culte structuré, identifié et en pleine expansion. C'est surtout à partir des années 90 et 2000 que sa présence se renforce de manière significative dans certaines zones urbaines, comme dans des quartiers plus périphériques, des hôtels publics apparaissent. Des statues de la Santa Muerte sont installées dans des espaces de prière ouverts où les fidèles peuvent venir déposer des offrandes, allumer des bougies et formuler leurs demandes. Mais ce développement ne se limite pas à l'espace public. Dans de nombreux foyers, cette Santa Muerte occupe également une place centrale. Alors, les fidèles qui s'adressent à elle sont extrêmement divers. Contrairement à certaines idées reçues, le culte ne se limite pas à un seul milieu social. On y retrouve des personnes issues de contextes variés, des travailleurs précaires, des familles, des commerçants, mais aussi des individus en quête de protection face à des situations difficiles ou incertaines. Alors, les demandes adressées à cette Santa Muerte reflètent cette diversité. Donc, on a dit concerner la santé, l'amour, la protection, la réussite ou encore la justice. Dans certains cas, elle est invoquée pour se protéger de dangers perçus comme immédiats, et dans d'autres, elle est associée à des espoirs de changement ou d'amélioration de vie. Alors, les rituels restent bien sûr généralement simples dans leur forme, mais en tout cas très symboliques dans leur contenu. Les bougies, les prières, les offrandes alimentaires ou des objets personnels composent en fait l'essentiel des pratiques. Ce qui apporte avant tout, c'est l'intention et la relation établie entre le fidèle et la figure spirituelle. Mais cette expansion rapide du culte ne se fait pas sans tension, car plus la Santa Muerte gagne en visibilité, plus elle attire l'attention des institutions religieuses et des autorités. Et avec cette visibilité accrue, les interprétations se multiplient, souvent contradictoires. Pour certains, il s'agit d'une expression authentique de la religiosité populaire mexicaine, et pour d'autres, c'est une dérive inquiétante, difficile à intégrer dans des cadres religieux traditionnels. Et cette tension va rapidement devenir l'un des éléments centraux de son histoire contemporaine. Alors, dans le langage des fidèles, la Santa Muerte porte plusieurs surnoms affectueux. Le plus courant, c'est la Niña Blanca, littéralement la petite fille blanche, un terme qui peut surprendre mais qui traduit en fait une relation de proximité presque familiale. On appelle aussi la Niña tout simplement la petite, comme si on s'adressait à une présence familière. Selon les religions et puis les régions et les traditions orales, certaines appellations renvoient à cette même idée, une mort personnifiée rendue proche, presque intime. Plus la Santa Muerte gagne en visibilité, plus elle devient un sujet de tension et de débat au Mexique comme à l'international. Car si pour des millions de fidèles, c'est une présence protectrice et accessible, pour d'autres, elle représente au contraire une dérive. Donc la première opposition majeure, vous en doutez, vient de l'Église catholique. Officiellement, la Santa Muerte n'est pas reconnue comme une figure religieuse légitime. Elle est souvent qualifiée de superstition, voire de pratique incompatible avec la foi chrétienne. Alors pour certaines autorités ecclésiastiques, son culte s'écarte des fondements du catholicisme et entretient une confusion spirituelle jugée problématique. Alors cette position elle contribue finalement à renforcer une sorte de fracture. D'un côté, une religion institutionnelle structurée, de l'autre, une spiritualité populaire qui échappe largement à ces cadres. Donc, dans les médias internationaux, la Santa Muerte est parfois associée au milieu criminel, au crime organisé. Alors, cette image s'est diffusée à travers certains reportages et des représentations culturelles, notamment en lien avec des figures du narcotrafic, qui auraient pu intégrer son iconographie dans leurs pratiques personnelles. On passe à la série Mayans,
du coup, qui est sur effectivement un gang de narcotrafiquants mexicains et qui adore la Santa Muerte. Alors, cette association, bien réelle dans certains cas, qui est bien réellement documentée, reste cependant partielle et ne reflète pas la diversité du culte dans son ensemble. Donc, les chercheurs en anthropologie religieuse rappellent d'ailleurs que cette récupération symbolique ne signifie pas que la Santa Muerte soit une sainte du crime, mais plutôt qu'elle est invoquée dans des contextes extrêmes où la vie, la mort ou le danger sont omniprésents. Alors pour beaucoup de fidèles, cette figure n'est pas liée à la transgression ou à la violence, mais au contraire à la protection dans un monde perçu comme instable et violent. Donc elle est invoquée face à la maladie, à la précarité, aux incertitudes du quotidien. Au cœur de toutes ces tensions, une question demeure: pourquoi une figure associée à la mort elle-même suscite-t-elle une telle proximité, une telle fidélité et parfois même une telle confiance? Pour y répondre, il faut aller au-delà des jugements extérieurs et s'intéresser à finalement ce que cette relation dit de ceux qui la vivent au quotidien. Alors au-delà des controverses et des interprétations extérieures, la Santa Muerte occupe surtout une place très concrète dans la vie du fidèle. Il faut sortir du coup des analyses. Elle est décrite comme une figure de protection, une présence à laquelle on s'adresse dans des moments de vulnérabilité, d'incertitude ou de danger. Et ce qui frappe, en fait, c'est la simplicité de la relation. Elle n'a pas toujours besoin d'intermédiaires religieux, pas besoin d'un cadre institutionnel. La Santa Muerte est perçue comme directement accessible. On lui parle comme à une entité proche, capable d'écouter et d'intervenir dans le quotidien. Alors dans cette logique, elle devient une forme de repère dans un environnement parfois instable. Et dans certaines zones où les institutions sont perçues comme éloignées, inefficaces ou corrompues, cette proximité symbolique prend une importance particulière. Mais cette relation, elle ne se limite pas à une dimension individuelle, elle s'inscrit aussi dans un contexte social plus large, marqué par des inégalités, des violences et des tensions structurelles. Pour certains chercheurs, la Santa Muerte peut être comprise comme une réponse finalement culturelle à un sentiment d'insécurité globale, qu'il soit économique, social et politique. Dans cette perspective, elle n'est pas seulement une figure religieuse, mais un outil symbolique d'adaptation face à l'incertitude. Elle permet de donner une forme, un visage à des peurs qui sont diffuses et d'y répondre par des rituels simples, accessibles et ancrés dans le quotidien. Donc cette dimension explique certainement en partie pourquoi son culte touche des personnes issues de milieux très différents. Contrairement à certaines idées reçues, il ne se limite pas à un groupe social homogène, il traverse les classes, les âges et les situations de vie, même si ses formes d'expression peuvent aussi varier. Donc finalement, la Santa Muerte ne se résume ni à une figure de peur, ni à une simple croyance folklorique. Elle fonctionne comme un point de contact entre l'humain et l'invisible, entre le vécu concret et le besoin de sens. Et c'est peut-être là, en tout cas, que réside sa force la plus profonde, sa capacité à exister à la fois dans la marge et au centre de la vie quotidienne de ceux qui l'invoquent. Donc face à cette Santa Muerte, deux niveaux de lecture coexistent en permanence. D'un côté, l'approche religieuse et vécue, portée par les fidèles, et de l'autre, une approche plus analytique, issue de l'anthropologie, de la sociologie et des sciences des religions. Donc dans la première, la Santa Muerte est une présence réelle, agissante, avec laquelle on entretient un cadre de relations spirituelles, qui est capable d'écouter, de protéger et de répondre à des demandes formulées. Et dans la seconde approche, les chercheurs tentent de comprendre ce phénomène sans le réduire à une croyance isolée. Ils s'inscrivent dans un contexte culturel plus large. La Santa Muerte, dans ce contexte, peut être interprétée comme une figure qui fonctionne. Elle incarne la mort, la protection, la justice et l'espoir. Et au fil des décennies, cette Santa Muerte a dépassé largement les frontières du Mexique. Elle est longtemps associée à des pratiques locales, et progressivement, elle commence à se diffuser dans d'autres pays, portée par les migrations, les échanges culturels et la circulation des images à l'échelle mondiale. On la retrouve aujourd'hui dans certaines communautés aux États-Unis, en Amérique centrale et plus largement dans des espaces où la diaspora mexicaine est présente. Dans ces contextes, elle conserve ses fonctions principales, protection, soutien, accompagnement, mais aussi elle s'adapte aussi aux réalités locales de ceux qui la vénèrent. Donc c'est là aussi où ça contribue finalement à encore transformer son image. Donc derrière toutes ces représentations, le cœur du phénomène reste inchangé, une relation intime entre des individus et une figure spirituelle qui incarne à la fois la mort et la proximité, la finitude et la protection. Et c'est peut-être là que réside sa singularité la plus profonde. La Santa Muerte ne propose pas une vision abstraite de l'au-delà, elle s'inscrit dans le présent, dans le vécu, dans le quotidien, dans les besoins immédiats des personnes. Elle ne supprime pas la mort, elle l'intègre. Elle ne l'éloigne pas, elle la rend présente, presque familière. Et c'est cette proximité paradoxale qui continue de fasciner autant qu'elle interroge. Car au fond, la Santa Muerte nous oblige à regarder une réalité que beaucoup préfèrent tenir à distance,
celle de notre propre rapport à la mort, à l'incertitude et au besoin de protection face à ce que nous ne contrôlons pas. C'est donc une figure qui traverse les frontières, mais surtout les représentations que nous nous faisons de la mort elle-même. Après ce voyage au cœur de la Santa Muerte, on va s'accorder un petit instant de respiration. On reste dans cette atmosphère sombre et spirituelle où la musique semble aussi dialoguer avec l'esprit. Je vous propose le titre Santa Muerte de Twin Temple. C'était un titre sur la Santa Muerte, bien sûr. Alors, au fil de cette émission, d'un autre regard sur Radio G-Angers, nous avons traversé des univers très différents, séparés par le temps et les cultures, mais reliés par une même question, celle de notre rapport au mystère et à l'invisible. Avec Florence Cook, nous avons plongé dans l'Angleterre victorienne, à une époque où le spiritisme s'impose au cœur d'une société en pleine transformation scientifique et sociale. Avec la Santa Muerte, nous avons changé de continent pour entrer dans un univers où la mort devient une présence familière réconfortante, intégrée au quotidien de millions de personnes. Alors une figure complexe, bien sûr, mais à la fois protectrice et controversée. Deux récits, deux visions du monde, mais une même constante, le besoin humain de donner du sens à ce qui nous échappe. Et dans notre prochain épisode, pour notre prochain rendez-vous, le 30 juin 21h, ce sera la dernière de la saison avant mon repos estival, un autre regard vous emmènera cette fois-ci sur les traces d'un personnage hors du commun. Nous nous intéressons à Charles Cros, poète, inventeur et esprit visionnaire souvent méconnu du grand public, surnommé le Nikola Tesla français. C'est une figure singulière du 19e siècle. Charles Cros est notamment connu pour avoir imaginé très tôt le principe du phonographe, même avant Edison, ouvrant la voie à l'enregistrement du son et à une révolution majeure dans l'histoire des technologies. Mais au-delà de ses travaux scientifiques et artistiques et de son amitié avec Flammarion, il est aussi associé à des réflexions étonnantes sur la communication avec des intelligences venues d'ailleurs, nourrissant jusqu'à aujourd'hui des interprétations fascinantes autour de sa vision du monde. Alors entre science, poésie et mystère, cette prochaine émission nous plongera dans l'esprit d'un homme en avance sur son temps, peut-être même en avance sur le nôtre, vous verrez. Ça sera rendez-vous le 30 juin 21h pour découvrir avec Jonathan Ginet Charles Cros, entre poésie, invention, intuition et infini. Nous découvrirons Charles Cros à l'écoute des extraterrestres. Alors merci de nous avoir suivis dans ce voyage aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'un autre regard sur Radio G-Angers. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Chers auditeurs, si vous avez vécu des expériences insolites, que ce soit des rencontres mystérieuses, des phénomènes inexpliqués ou des découvertes fascinantes liées au sujet abordé dans cette émission d'un autre regard sur Radio G-Angers, je serais ravie de les entendre. Alors que ce soit des événements paranormaux, des observations étranges et des expériences avec le pouvoir de l'esprit ou des récits sur des créatures énigmatiques, votre témoignage pourrait éclairer notre recherche collective de l'inconnu. N'hésitez pas à me contacter pour partager votre histoire, qu'elle soit personnelle ou transmise par des proches. Vous pouvez me contacter via ma page Facebook, Radio G, un autre regard, via mon Instagram ou sur les sites internet de la radio, www.radio-g.fr ou sur www.podcast-unautre-regard.com. Chaque récit compte et chaque expérience est un morceau du puzzle mystérieux qui nous entoure. En tout cas, j'ai hâte d'écouter vos témoignages pour continuer à nourrir ce voyage fascinant dans l'invisible et dans l'étrange. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.